Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live. On va continuer la vision de la vidéo de Yann Lecun qui décrit son programme pour atteindre des machines qui peuvent apprendre, se souvenir, raisonner et planifier. On en était resté à VGPA, version vidéo de IGPA. Si vous ne connaissez pas IGPA, vous pouvez aller voir une de mes vidéos ici. J'ai fait une vidéo sur IGPA. Je l'explique entièrement, donc c'est une explication de papier. VGPA, c'est la version vidéo, donc apprendre des représentations de manière autosupervisée à partir de vidéos. On avait fait les machines, les modèles à énergie. On avait vu le SSL, la différence avec le SSL contrastif, le fait d'ajouter une régularisation comparée au contrastif pour avoir dans les modèles à énergie une énergie qui était toujours constante. Donc si je baisse pour les échantillons positifs, vu que j'ai une énergie constante, les autres vont augmenter automatiquement. Contrairement au contrastif où je dois avoir des exposants positifs et négatifs. Ce qui est un peu embêtant. Continuons, voyons la différence entre IGPA et VGPA. Et surtout que j'aimerais faire une vidéo sur VGPA, donc en même temps j'ai envie de faire une vidéo sur 50 papiers, donc ça va être une question de temps. To talk about VGPA. So this is a version of IGPA, but for video. That was put online fairly recently. And there the idea is you take a piece of video, you mask part of it, and again you train one of those joint embedding architectures to basically predict the representation of the full video from the representation of the partial. Donc ça marche c'est le même principe que IGPA. Parce que là, j'ai ma vidéo d'entrée, j'ai le principe de corruption qu'on a vu avant. Et, première vue, il masque toujours, c'est pas qu'il masque selon les frames, il masque une partie de l'image, mais sur toutes les frames. Et donc, de la même manière, je n'ai pas un modèle génératif qui essaie de prédire les pixels, mais j'ai un encodeur qui va encoder la cible et l'entrée. Donc encoder la partie masquée, encoder l'échantillon masqué et encoder la cible ici, qui est généralement le même encodeur mais avec une moyenne bougeante. Et puis on a un prédicteur qui essaie de prédire la représentation latente qui est manquante en utilisant donc l'encodeur. Et là, à première vue, ils encodent la position des parties manquantes ou données. Partially masked or corrupted video. And this works really well in the sense that when you take the representation learned by that system, you feed it to a classifier to basically classify the action that is taking place in the video. You get really good performance, and you get better performance than any other self-supervised learning technique. Donc ça fait mieux que les autres méthodes de SSL pour des tâches, par exemple, de classification d'actions sur une vidéo. Donc c'est des tâches qui sont spécifiques à la vidéo. Donc là, en triangle, on a les image models. Donc si on prend juste un modèle fait sur de l'image, et puis il l'utilise pour faire cette tâche de classification de vidéo. On a les méthodes qui sont donc semblent être basées sur la prédiction de pixels. Et donc c'est deux datasets. Là, on a le Kinetics 400 et le Something V2. Et donc on a des VGPA là il les rend pas mal. Par contre Dino V2 sont un peu meilleurs. Par contre, sur le Something, il est largement mieux.
Donc là, on a des génératifs modèles, Omni, MAE, vidéo MAE, qui clairement sont pas top. Si vidéo MAE, pas mal. Et en comparaison avec des modèles sur image, donc IGPA ici, et du coup entre VGPA et IGPA, en tout cas sur Something, il y a une claire différence. Et entre Dino V2, j'ai aussi fait une vidéo dessus, vous pourrez vous y référer. When you have a lot of training data, it doesn't work as well as purely supervised with all kinds of tricks and data augmentation, but it comes really close, and it doesn't require label data, or not much. So that's kind of a big breakthrough, a little bit, the fact that we can train systems to learn from video in self-supervised manner, because now we might be able to use this to learn world models, right? Where the masking of the video is, take a video, mask the second half of it, and ask the system to predict what's going to happen, feeding it an action that is being taken in the video. If you have that, you have a world model. If you have a world model, you can put it in a planning system. If you can have a system that can plan, then... Donc à partir de ça, on pourrait faire vu que ça marche bien, on pourrait en faire un modèle de monde, en ayant un système qui va masquer une partie d'une vidéo, d'une énorme quantité de vidéos, et qui apprend comme ça à la reconstituer dans l'espace latent. Et comme on a un modèle de monde, dans le plan de Yann Lecun, c'est ensuite utiliser ce modèle de monde pour être capable de faire de la planification, en utilisant des outils de la théorie du contrôle. You might have systems that are a lot smarter than current systems, and they might be able to plan actions, not just words. They're not going to Un petit tacle pour le LLM. predict auto-aggressively anymore. They're going to plan their answer, kind of like what we do, right? When we speak, we don't produce one word after the other without thinking. We usually kind of plan what we're going to say in advance. At least some of us do. So this works really well in the sense that we get really good performance on lots of different types of video for classifying the action and various other tasks. Donc là, c'est des évaluations frozen, donc ils ont frisé les représentations, et donc on entraîne seulement une couche à la fin. Et le pré-entraînement sur des vidéos donne de meilleurs résultats pour la reconnaissance d'action, ce qui fait sens. Et VGPA a les meilleurs résultats sur ImageNet de tous les modèles vidéo. Alors là, on a IGPA, le nombre de paramètres, les données sur lesquelles il était pré-entraîné, les tâches vidéo, les tâches images, ici. Et là, on a des méthodes pré-entraînées sur les images, pré-entraînées sur les vidéos. Et en bas, on a VGPA. Je vous ai vu juste ça. Et donc, on a VGPA sur le K400. Il arrive en deuxième derrière Dino. Dino était très bon aussi. SSV2, donc Something. Alors là, il est largement mieux. AVA, là aussi, il est au top. Sur les classes de... Les tâches d'image, Places 205, c'était un truc genre classification d'images de monuments, il me semble. Et INAT, c'était un truc genre classification d'espèces, sur lequel il fait quand même moins bien. Tasks better than basically anything else that people have tried before, certainly better than any system that has been trained on video. And the pre-training here is on a relatively small amount of video, actually. It's not a huge data set. Donc c'est sur le pré-entraînement est sur un petit nombre de vidéos. Je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il entend par petit. This is speed. So this is reconstructions of missing parts of a video by that system. And donc du coup, comme on a une prédiction, l'apprentissage se fait en essayant de prédire dans l'espace latent. On n'a pas, comme quand on fait de la prédiction au niveau des pixels, comme le font, je crois, les MAE. Du coup, comme on fait de la prédiction au niveau des pixels, on a notre modèle, une fois qu'il est entraîné, on peut prédire les pixels qui manquent, puis afficher l'image. Mais là, quand on fait de la prédiction dans l'espace latent, on ne peut pas directement afficher ce qui est prédit par le modèle.
Donc, ce qu'ils avaient fait pour IGPy, ils avaient entraîné un modèle génératif à prendre la représentation prédite et à générer une image. Ce qui fait que c'est intéressant parce que si par exemple j'ai une image que je cache une partie d'une vidéo ou enfin d'une image dans laquelle il y a une voiture et puis je cache la roue, en fait la forme, la valeur exacte de tous les pixels de cette roue, elle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de prédire sémantiquement qu'à cet endroit-là, il y a une roue, ce qui fait que le modèle est capable de comprendre que va être ensuite capable d'avoir une certaine représentation de la voiture avec les différentes parties. Et du coup, ce qu'on veut faire, c'est prédire vraiment au niveau de la sémantique, donc au niveau de l'espace latent. Et du coup, là, ils utilisent, pour IGPy, ils utilisaient un modèle génératif pour générer en fait les parties manquantes qui étaient prédites par le système. Et là, c'est plus seulement l'image, c'est sur toutes les vidéos, sur toutes les frames. Par contre, je me demande s'ils ont essayé de prédire du coup les frames And it's suivants. done by training a separate decoder, right? So it's not part of the initial training, but in the end, we can use the representation as input to a decoder that we train to reconstruct the part of the image that's missing. And these are the result of completing basically the entire middle of the image is missing, and the system is kind of filling in things that are reasonable, like, it's... Donc non, ils essaient pas de prédire les prochaines frames. Ils ont juste effacé la quasi-totalité de l'image. Ils ont mis un gros carré en blanc au milieu. Et en fait, le modèle, il doit essayer de comprendre, prédire en fait, de combler les manques. Donc ça peut être l'action de quelqu'un qui est en train d'écrire. A cooking video, and there's a hand and knife and like some ingredients. Okay, it's another topic I want to talk about because I know there are mathematicians and physicists in the room. This is a recent paper, a collaboration between some of us at Faites and Alors là, j'y connais pas grand-chose, donc les dérivés partiels, j'en ai fait un tout petit peu, mais sans plus. Donc, on verra. And Bobak Kiani, who's a student at MIT with Seth Lloyd, and a bunch of people from MIT. So this system is basically using this idea of joint embedding to learn something about partial differential equations that we observe through a solution. So look at the thing at the bottom. We have a PDE, Berger's equation. What you see are diagrams of space-time diagrams, basically, of a solution of that PDE. And what we're going to do is we're going to take two windows, separate windows, on the solution of that PDE. Okay, and of course the solution depends on the initial condition. You're going to get different solutions for different initial conditions, right? So we're going to take two windows over two different solutions of that PDE. And we're going to do a joint embedding. So we're going to train an encoder to produce representations so that the representation can be predicted. The representation for one piece of the solution can be predicted from a representation from the other piece. And what the system ends up doing in that case is basically predict or represent the coefficient of the equation that is being solved. Donc on essaie de prédire le futur d'un système le futur dépend des conditions initiales, ensuite de l'évolution. Puis la façon d'évoluer du système, c'est basé sur des équations. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il prend plusieurs fenêtres, ils appliquent le SSL en apprenant des représentations latentes, j'imagine des différents pas en fait, différentes parties au temps T du système. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Oui, et ce qui est intéressant, c'est que le système, le SSL est capable d'apprendre des paramètres en fait d'une solution. Right. The only thing that's common between one region. Il y a plein d'autres travaux là-dessus sur comment résoudre des PDE. C'est la première fois que j'entends c'est la première fois que je vois l'utilisation du SSL pour ça. Of the space-time solution of PDE and another region is that it's the same equation with the same coefficient. What's different is the initial condition. The equation itself is the same, right? So the system basically discovers some representation, and when we train now a supervised system to predict the coefficient of the equation, it actually does a really good job. In fact, it does a better job than if we train it completely supervised from scratch. Voilà, ils pré-entraînent et ensuite ils entraînent sur un système spécifique pour trouver les paramètres.
So that's really, really interesting. These various tricks in this thing for transformations of the solution according to invariance properties of the equation, which I'm not going to go into, but that's using the VicReg procedure I described earlier. So we apply this to a bunch of different PDEs, the Kuramoto, Sivashinsky, where we try to kind of identify. Si vous voulez voir un peu ce que on apprend un tout petit peu plus sur les partial differential equations, les équations dérivées partielles, il y a une vidéo de 3 brown 1 blue, bon c'est en anglais, qui parle de heat equation, donc l'équation de la chaleur. Et même sans aller à fond dans les mathématiques, ça permet de comprendre un peu, en gros, à quoi servent ce genre de trucs. By some of the coefficients in the equation, Navier-Stokes, we try to identify the buoyancy parameter in Navier-Stokes, which is a constant term at the end. And this works better, again, than just training a supervised system to predict what the buoyancy is from observing the behavior. So this is pretty cool. I mean, there's already papers that have kind of recycled this idea in other contexts. Okay, so that's end of the technical part. For the conclusion, we have a lot of problems to solve, some of which are mathematical, like the mathematical foundations of energy-based learning, I think are not completely worked out. The idea that the dependency between sets of variables is represented by an energy function that takes low energy on the data manifold and high energy outside. It's a very general idea. It breaks the whole kind of hypothesis of probabilistic modeling, and I think we need to understand better, like what are the properties of such things. We need to work on JPA architectures that have regularized latent variables. I didn't talk much about this, but that's kind of a necessity. Planning algorithms in the presence of uncertainty. Ça, si vous voulez commencer un peu dans la recherche en deep learning, en IA, bah, ça c'est des pistes qui sont plutôt intéressantes. Après, il faut réussir à trouver un projet et des fonds, mais à mon avis, c'est des chemins d'avenir. Hopefully using gradient-based methods, learning cost modules to guarantee safety, for example, planning in the presence of inaccuracies of the world model. If your world model is wrong, you're going to plan wrong sequences of actions because you're not going to predict the right outcomes. So how do you deal with that? And then exploration mechanisms to adjust the world model for regions of the space where the system is not very good. So we're working on self-supervised learning from... Donc du vidéo GPA hiérarchique. Ah, ça va être vidéo, intéressant, as I told you. LLMs that can reason and plan driven by objectives. So according to the objective-driven architecture I showed, but for text, as well as for robotic control. And then trying to figure out if we can do this sort of hierarchical planning idea I was telling you about earlier. Let's see. So in this future, where every one of our interactions are mediated by AI systems, what that means is that AI systems will essentially constitute a repository of all human knowledge, and that everyone will use. Sort of like, a Wikipedia you can talk to and possibly knows more than Wikipedia. Every one of those systems is necessarily biased. Alors, en gros, on va de moins en moins passer par des interfaces telles que celles qu'on a aujourd'hui. On va de plus en plus passer par des chatbots ou des assistants like qui vont contenir et qui vont être notre accès privilégié au monde numérique. Et ça, effectivement, il nous faut des modèles open source parce que sinon, cet accès va être conditionné, contrôlé par un petit nombre de groupes, par un petit groupe d'entreprises. It's trained by, on data that is available on the internet. There's more data in English than in any other language. There's a lot of language for which there is very little data. So those systems are going to be biased necessarily, and we've seen pretty dramatic examples recently with the Gemini system from Google, where the bias really was like so. They spent so much effort to kind of make sure the system was not biased, that it was biased in a
other obnoxious way. Gemini, le générateur d'images qu'ils ont essayé de débiaiser en ayant une distribution uniforme des populations, on va dire. Sauf que quand on mettait génère des soldats de 1943, on avait des choses qui étaient un peu, là du coup, pas mal biaisées nous aussi. Donc lui, son argument, c'est que si on biaise d'un côté, si on essaye de débiaiser d'un côté, ça biaise d'un autre. And so bias is inevitable, and it's the same as in les biais sont inévitables. the media and the press. Every journal, every news magazine, newspaper is biased. The way we fix this is we have a high diversity of very different magazines and newspapers. We don't get our information from a single system. We have a choice between various biased systems, basically. This is what is going to have to happen for AI as well. We're not going to have unbiased AI systems, so the solution is to have lots and lots of... Donc comme les biais sont inévitables, l'idée c'est de prendre l'exemple sur la presse. On a des journaux qui sont, ou des médias qui sont biaisés dans différents sens, et donc l'idée c'est d'avoir une diversité de médias. Ben là l'idée c'est la même chose selon lui, il nous faut, l'IA va faire la même chose, et donc il nous faut une diversité d'IA, une diversité de systèmes d'IA, avec chacun leur biais, qui puissent en fait s'annuler l'un l'autre. Biased systems. Biased for your language, your culture, your value system, your centers of interest, whatever it is. So what we need is a very simple platform that allows basically anyone to fine-tune an open source AI system, open source LLM, for their own language, culture, value system, centers of interest. Basically a wiki, but not a wiki where you write articles, a wiki where you fine-tune a LLM. That's the future of AI that I see, that I want to see. A future in which all of our interactions are mediated by AI systems that are produced by 3 companies on the west coast of the US is not a good future. And I work for one of those companies, but I'm happy to say that Meta has completely bought this idea that AI platforms need to be open and is committed to open sourcing the various incarnations of Llama, the next one being Llama 3, coming soon. So open source AI platforms are necessary. They're necessary for even the preservation of democracy, for the same reason that diversity of the press is necessary for democracy. La diversité des systèmes d'IA est aussi importante que la diversité de la presse. Alors ça serait... Au niveau démocratique, c'est vrai que c'est quelque chose à surveiller. So one big danger is that open source AI platforms will be regulated out of existence because of the fact that some people think AI is dangerous. And so they say you can't put AI in the hands of everyone, it's too dangerous. C'est ce qu'ils essayent de faire en Californie. You need to regulate it. And that will kill open source AI platforms. I think that's much more dangerous. The dangers of this are much, much higher than the dangers of putting AI in the hands of everybody. And how long is it going to take for us to reach human-level AI with AI systems? It's not going to be next year, like Elon Musk says. Well, Elon Musk says before the end of the year. It's BS. It's not going to be next year, despite what you might hear from OpenAI. It's probably not going to be in the next 5 years. It's going to take a while before the program I described here works to the level that we want. And it's not going to be an event. Like, it's not going to be, you know, AI achieved internally or anything. Like, it's not going to be like an event with all of a sudden. Ça, c'est un des arguments souvent mis en avant par ceux qui pensent que l'IA est un danger existentiel pour l'humanité. C'est que tout à coup, si on appuyait sur le bouton de l'IA forte, on risquerait de se faire remplacer ou je sais pas quoi. Lui, il dit effectivement, ça serait pas un événement. C'est-à-dire que les systèmes d'IA, leur niveau d'intelligence va augmenter de manière graduelle, en fait. Et ça va pas être juste
D'un coup, quelqu'un en interne va créer un système qui boum, mais ça va être de la collaboration pour créer des systèmes qui sont de plus en plus intelligents. We discover the secret to AGI, and all of a sudden we have super intelligent system. It's not going to happen that way. We're going to build systems of the type I described and make them bigger and bigger and learn them more and more stuff, put more and more guardrails and objectives and stuff like that, and work our way out so that as they become smarter and smarter, they also become more secure and safe and well-behaved and everything, right? So it's not going to be an event. It's going to be progressive motion towards more and more powerful and more safe AI systems. And we need contributions from everyone, which is why we need open source models. And I'll stop here. Thank you very much. Alors, c'est des questions. As good as your encoder. So like it was like Thank you for a wonderful, thought-provoking talk. We have time for a few questions. hello. I've been trying to figure out why you put encoder in front of y, because like you're getting the representation of the output. Pourquoi est-ce qu'il met l'encodeur devant Y, la target? Parce que... qu'est-ce qu'il dit? In front of y, because like you're getting the Parce qu'on obtient la representation représentation of de the l'image de sortie et vous perdez des output image, informations. and you've been losing information. And does that mean your architecture is as good as your encoder? So like I couldn't figure out why you put it there that way. So can you help me to understand? Sure. I have two answers to this. Are you a physicist by any chance? Computer science. Computer scientist. Okay. So there are physicists in the room. Okay. But this is very basic physics. If you want to predict the trajectory of planets, most of the information about any planet is completely irrelevant to the prediction, right? If you want to predict the trajectory of planets, most of the information about any planet is completely irrelevant to the prediction, right? The shape, the size, the density, the composition, all of that is completely irrelevant. The only thing that matters is 6 variables. C'est mal traduit. Donc toutes ces informations, elles sont pas pertinentes. Variables which are position and Tout velocity, ce qui compte, c'est la position et la vitesse. right? And you can, Pour, you can pour predict prédire la everything, trajectoire d'une planète. actually. So the big question in making predictions and planning and stuff like that is what is the appropriate information and the appropriate Donc la question pour faire de la prédiction, c'est quelles sont les informations nécessaires à faire cette prédiction. abstraction level to make the prediction you want to make. And then everything else, eliminate it, because if you spend all of your resources trying to predict those things that are irrelevant, you're completely wasting your time. Parce que si on essaie de prédire, toutes ces informations, à partir de toutes ces informations, on perd notre temps parce qu'on essaie de prédire des choses qui n'ont aucun intérêt. So that's the first answer. The second answer is, imagine that the video I'm training the system on is a video of this room where I point the camera this way. Okay, and I pan slowly, and I stop right before you. And I ask the system, I predict what's going to happen next in the video. So the system will probably predict that, the panning is going to continue, there's going to be people sitting, and at some point there's going to be a wall. There's absolutely no way it can predict what you look like. Ouais. Si je tourne une caméra comme ça, c'est très intéressant. J'avais justement pensé à un exemple comme ça. Si je tourne une vidéo comme ça, si je tourne la caméra sur une audience, sur des gens qui sont dans le public, je la tourne et j'essaie de prédire à chaque fois avec mon modèle la frame suivante. C'est là où ça prend du sens qu'on va pas essayer de prédire tous les pixels, parce que si tout d'un coup je tourne, puis du coup il va y avoir de nouvelles personnes qui vont apparaître, le nombre de possibilités, ça peut être des personnes avec un t-shirt jaune, ou avec une femme avec une robe rose, ou etc. Enfin, toutes les possibilités sont absolument immenses.
on ne veut pas prédire, tout ça c'est des informations qui sont superflues, qui ne sont pas pertinentes, on ne veut pas prédire qu'il y aura une personne avec un t-shirt jaune. Ce qu'on veut, c'est prédire qu'il y aura des sièges, qu'il y aura des personnes, et quelles sont les propriétés de ces personnes, ça n'a pas tellement d'intérêt en fait. Et qu'il y a un mouvement de la caméra. Or what anybody will look like. No way it's going to predict like how many steps there are in the stairs. No way it's going to predict the precise texture of the wall or the carpet. Right? So there's all kinds of details here that are completely unpredictable. Yet if you train a generative system to predict why, it's going to have to actually devote a lot of resources to predict those details. Right? So the whole question of machine learning and to some extent science is what is the appropriate representation that allows you to make predictions that are useful. Ça c'est cool ça. Une grande question en science, c'est quelles sont les bonnes représentations qui permettent de faire des prédictions utiles. Right. So Jetpack gives you that. Generative models don't. Hello, my name is Morris, and I'm a PhD student at MIT. And I noticed that your JEPA architecture looks a lot like the Kalman filter. Like you have a sequence of measurements, and even when you want a Kalman filter, there is often a problem, which is that you need a condition called observability. And you have a very clever way of getting around this condition of observability because in your latent space, you can come up with a clever regularizer for the things that you cannot see. Does the world model help in coming up with these regularizers? And secondly, your control would probably come in on the latent state. Is that how you think it would work out in the end, or I mean, yeah, that's my question. Yeah. Okay. Actually, it's not like a Kalman filter. A Kalman filter, the encoders are reversed. They're not encoders; they're decoders. So, I'm looking for the general picture here of where I had the world model. Yeah, this one is probably the best. Okay, so in a Kalman filter, first of all, you get a sequence of observation, and the observation goes into an encoder that produces the estimate of the state. In a Kalman filter, it's actually the other way around. You have a hypothesized state, and you run it to a decoder that produces the observation. And what you do is you invert. Right. I mean, you're learning a hidden dynamics. So in that sense, it's similar. But then you're generating the observation from the hidden states, right? So it's a bit reverse. And then there is a constraint at least in traditional Kalman filters where the dynamics is linear. Then there is extended Kalman filters where it's nonlinear. And then a particular provision to handle the uncertainty. So you assume Gaussian distributions of everything, basically. Right? Donc il expliquait en quoi c'est différent des fils de Kalman. Mais j'ai plus le fonctionnement en tête. But yeah, there is a connection because there is a connection with optimal control, and Kalman filters are kind of the thing in optimal control. Hi. So I have a bit of a less technical question, but given that you're also like a citizen of like France and like broadly the EU, what do you think? And like given all what you said about sort of like having the open models and sort of like potentially one of the main problems for these systems being sort of like regulatory capture or like legislative problems, what do you think about the new EU AI Act? And like, does that kind of influence, you think, like, or might influence like how Europe is going to proceed? Qu'est-ce qu'il pense des nouvelles lois européennes sur l'IA? Proceed with like kind of R&D and like AI development and like potentially like Meta's presence in France? Well, so there are good things and bad things in the EU AI Act. The good things are things like, okay, you can't use AI to like give a social score to people. That's a good idea. You can't put cameras that do face recognition in public spaces unless there is special conditions like the Paris Olympic Games or whatever. So I mean, those are good things like for privacy protection and stuff like that. What is less good is that at the last minute there were discussions where they started putting provisions inside of it for what they call frontier models, right? So, powerful. This is because of ChatGPT.
They say, if you have a powerful model, it's potentially dangerous. So we need to regulate research and development, not just regulate products, but regulate research and development. I think that's completely wrong. Ce serait intéressant de se plonger un peu là-dedans, effectivement. Il semblerait qu'ils interdisent qu'il y ait des lois visant spécifiquement la puissance des modèles, ce qui est un peu similaire à ce qu'ils veulent faire en Californie. I think this is very destructive, depending on how it's applied. I mean, it might be applied in ways that, in the end are benign, but it could be that, they might be kind of a little too tight about it, and what it's going to cause is that companies like Meta are going to say, well, we're not going to open source to Europe. Right? C'est la même chose avec la loi californienne, hein, c'est qu'ils veulent cibler des modèles de taille spécifique, ce qui fait qu'en gros ça cible tous les concurrents de OpenAI, et ils veulent dire, en gros, dans la loi californienne, ils disent, tous les modèles, en fait, quand vous créez un modèle, si vous le publiez, et qu'ensuite des gens l'utilisent pour faire des choses illégales avec, le fine-tune ou quoi que ce soit, en fait vous êtes responsable. Du coup, les entreprises comme Meta par exemple ne vont pas publier des modèles, vu qu'ils risquent d'être tenus pour responsables de ce que les gens vont faire avec. Ce qui veut dire que du coup ils vont pas faire de l'open source. Donc en fait ça criminalise l'open source. Ça criminalise l'IA open source directement. Going to open source the rest of the world, but if you're from Europe, you can download it, and that would be really, really bad. Some companies like Mistral are probably going to move out. I think we're at a fork in the road where things could go bad. I mean, there's kind of a similar phenomenon in the US with the executive order of the White House, where it could go one way or the other depending on how it's applied. In fact, the NTIA had a request for comment that Meta submitted one that said, make sure that you don't legislate open source AI out of existence, because the reason to do this would be imaginary risks, existential risks that are really completely crazy, nuts. Pardon my French, but the idea somehow that, all of a sudden you're going to discover the secret to AGI, and super intelligent system is going to take over the world within minutes. And it's just completely ridiculous. This is not how the world works at all. But there are people with a lot of money who have funded a lot of think tanks that have lobbied or... Il va falloir en parler un peu de tout ça un jour. J'aimerais vraiment faire une vidéo sur tout ce truc, sur tous ces groupes qui ont été financés avec plein d'argent pour parler de l'AGI et de super intelligence et tout ça. C'est très très intéressant. Basically lobby government into thinking this. And so governments have, organized meetings, say are we going to all be dead next year or stuff like that. So you have to tell them first, we're far away from human level intelligence. Don't believe, the guys who tell you it's like Elon, that it's just around the corner. And second, we can build them in ways that are non-dangerous, and it's not going to be an event. It's going to be, gradual and progressive, and we have ways to build those things that, in a safe way. Don't rely on the fact that current LLMs are unreliable and hallucinate. Don't project this to future systems. Future systems will have a completely different architecture, perhaps of the type that I described, and that makes them controllable because you can put... Faut pas projeter les failles des LLM parce qu'en fait ils sont dus à leur architecture qui est en fait une architecture très simple qui est auto-régressive. Et c'est principalement cette architecture qui mène au fait d'avoir ces hallucinations, ou ce que moi j'appelle des confabulations plutôt. Guardrails and objectives and everything. So, discussing the existential risk of AI systems today, super intelligent systems today, is insane because they've not been invented yet. We don't know what they would look like. It's like, discussing the safety of transatlantic flight on a jet airliner in 1925. The turbojet was not invented yet. And it didn't happen in one day, right? I mean, it took decades before, now you can fly halfway around the world in complete safety with a 2-engine jet plane. That's amazing. Incredibly safe. It took decades. It's
could be the same thing. So that's a good place to wrap it up. So let's thank Yann again for a wonderful talk. Thank you. Voilà, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines, on verra. Je sais pas encore sur quoi, mais peut-être que We en fait, go to events today. on verra la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Mais j'ai bien envie de peut-être faire juste de la veille dans les lives, faire de la veille technologique. Donc allez sur Twitter. Je suis plein de gens très actifs dans le machine learning. Et juste en fait regarder les dernières nouvelles et puis un peu explorer tout ça. Et surtout prendre ces nouvelles pour les AI news de la semaine. Ça me permettra de les pré-traiter, de voir ce qui est intéressant. On se dit dans 2 semaines ou la semaine prochaine, mercredi 21h30, comme d'habitude. Sur ce, bonne semaine, bon week-end et à bientôt.